le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Sabaté. Béatrice est psychologue clinicienne française de mère mauricienne. En 2000, elle travaille au LIFA, San Francisco, pour mission d'inscrire son expertise clinique avec une volonté d'optimiser les conditions d'apprentissage de l'étudiant et de favoriser son sentiment d'appartenance. En 2005, elle crée le service d'aide psychosociale de l'école franco-américaine de New York avant d'y introduire la démarche et les outils de discipline positive de Jan Nelson. Je vous souhaite une belle écoute. Merci de m'accueillir. Alors, je suis de retour à Paris aujourd'hui. On est à l'hôtel Louis Blanc qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Donc, merci à eux. Tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Oui. On est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous depuis 3 ans. Donc, il m'a amené à sillonner la planète et à interviewer un peu plus de 1600 personnes. Et tu es apparemment une experte en discipline positive, donc ça m'intéresse. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi ? Alors, si tu as entendu 1600 définitions du bonheur, je vais essayer d'être moi. Et de te dire que c'est vrai que quand j'ai réfléchi à la question, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le bonheur ? Il y a tellement de choses. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est vraiment la notion de mouvement. C'est-à-dire que pour moi, le bonheur, c'est un mouvement non seulement vers soi, mais vers l'autre. C'est un mouvement qui rejoint le collectif. C'est un élan qui part d'un centrage. Donc, ce serait ma définition du bonheur. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par mouvement ? Le mouvement, c'est quelque chose qui n'est jamais statique. C'est quelque chose qui est toujours en transformation. Et je crois que derrière, pour moi, il y a la notion d'apprentissage. C'est-à-dire que le bonheur, il ne va pas nous tomber tout cuit. On va apprendre à être à soi, on va apprendre à être avec les autres. Et donc, du coup, je crois que le mouvement, il est là. C'est comme une co-construction, finalement. Tu voudrais dire qu'on est en apprentissage toute notre vie ? Ouais. Ah, ok. Donc, ce serait ça le bonheur ? Exactement. Je crois que c'est un chemin d'apprentissage, le bonheur. Ouais. D'accord, ok. Il paraît que c'est aussi la liberté, le bonheur. Oui, je rejoins le fait que cette liberté, elle s'exerce dans la liberté d'être à soi, la liberté d'être avec les autres, le respect finalement, cette notion de respect mutuel où on va être à la fois dans le respect de ce qui est important pour nous, des droits, des responsabilités que l'on a, et puis qui vont à la rencontre de celles des autres. Donc il y a beaucoup de liberté, pour moi, à l'intérieur d'un cadre. Avant qu'on se rencontre, tu m'as dit que tu n'avais pas forcément réfléchi à cette question. C'est quoi le bonheur ? Est-ce que du coup, ça t'a amené dans des réflexions très puissantes avant qu'on se rencontre ? Certains me disent qu'ils sont montés carrément à leur enfance. C'est une question qui chamboule un peu pour certains. Oui, et puis je trouve que c'est une question... c'est une notion à vivre. Hein. Donc en fait, quand j'y ai pensé, il m'est revenu plein de petites scénettes, à la fois d'élèves. Alors moi, dans une première vie, je suis psychologue clinicienne, donc à la fois d'enfants que j'ai suivis, et puis en même temps de souvenirs d'enfance qui m'appartiennent, de souvenirs de mes propres enfants. Donc c'est plein de petits éclats de vie qui reviennent quand je pense au bonheur. Avec vraiment avec la notion que chacun d'entre nous a une logique privée. C'est notre façon de voir le monde. C'est un peu les lunettes que l'on met pour regarder la réalité qui nous entoure, et que personne n'a la même. On a chacun notre propre logique interne. Donc forcément, il va y avoir une coloration de
ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de ce qu'on partage avec les autres. C'est clair, ouais, c'est le sous-titre du docu, 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Eh ben, on y est. Il n'y a pas vraiment une définition universelle. Alors on retrouve une définition dans le Larousse qui s'est permis quand même de donner une définition, mais c'est pas du tout représentatif de la population. Quoi. Ouais. Oui. Alors est-ce que tu penses... Oui. Et je trouve que finalement, ce qui est intéressant et enrichissant, c'est à la fois d'avoir une bonne connaissance de sa propre logique interne et de rencontrer la logique interne de l'autre. Et souvent les zones de friction, c'est-à-dire que nos différences vont se rencontrer, mais en même temps, ce qu'on a de commun dans notre humanité. Ce qui fait que c'est incroyablement riche. Je pense que le bonheur, il est aussi dans le lien. C'est-à-dire qu'en fait, oui, en tout cas pour moi, c'est... je peux être heureuse en dehors des autres, mais le bonheur se construit dans l'altérité. D'accord, besoin de connexion. Quoi. Oui. Ça a été vérifié. Hein. Oui. Les scientifiques Oui. l'ont validé. L'être humain a besoin d'être en connexion, a besoin de ressentir des sentiments, Ouais. sinon il s'éteint et progressivement il meurt. Ouais. Ils ont fait des expériences horribles. Hein. Ils ont mis des enfants Oui. sans contact humain et on a bien vu qu'au bout d'un moment, ils décédaient quoi, parce qu'il manquait quelque chose. Quoi. Oui, et on a vu d'ailleurs qu'il y avait certaines zones du cortex préfrontal qui s'atrophiaient. Et alors la bonne nouvelle, c'est que quand on remet, par exemple, on a fait des expériences sur des oiseaux ou sur des chimpanzés, et quand on remet l'animal en collectivité, on s'aperçoit qu'il y a une resynaptisation et que le développement cérébral repart. Donc oui, on est vraiment... on est fait pour se construire et être heureux dans et par le lien. Et être dans l'interaction. Mais oui. Ouais, Ouais. c'est clair. Hein. Ouais. Moi, quand j'entends ça aussi, j'entends deux notions. J'entends peur et amour. Il y en a beaucoup qui ont peur de franchir le pas pour beaucoup de choses. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont y aller avec amour. Et évidemment, c'est l'une des clés. Quoi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Oui, je pense qu'on se met beaucoup de freins dans notre développement personnel, dans notre rapport à l'autre, mais que ces freins, ils font partie de qui on est, ils font partie de notre humanité, c'est notre personnalité, c'est ce qu'on a enregistré dans notre disque dur, c'est les souvenirs d'enfance, c'est notre histoire personnelle, c'est plein de choses qui font, et puis bien sûr l'environnement qui nous façonne aussi. Donc je crois que ces freins, et puis ils sont ancrés dans nos croyances. Donc oui, ils sont là, et en même temps, ce qui est fantastique, et nous en discipline positive, ce qu'on va chercher chez Alfred Adler, c'est le fait que ce soit complètement dynamique. À n'importe quel moment, on va pouvoir aller modifier ses croyances, aller les faire évoluer dans la rencontre avec l'autre. Tu as complètement raison, c'est bien de le souligner, c'est qu'on a le choix en permanence. On a le choix de nos pensées, on a le choix tout le temps, tous les jours, quand on se lève, tout le temps en permanence, on a le choix. Quoi. Et beaucoup vont dire, non, j'ai pas le choix. Quoi. Si, on a le choix. Ouais. Ouais, on a le choix de choisir nos pensées, notre interaction, enfin l'interaction qu'on a envie d'avoir avec l'autre, avec la vie, avec la nature, avec son entourage. C'est un vrai choix. On peut décider d'être positif. Quoi. On peut décider, absolument. On peut décider d'être positif, et simplement, ça demande de savoir s'arrêter, de savoir faire le choix. Et que ça, c'est pas forcément facile tous les jours dans la turbine dans laquelle on est dans le quotidien. C'est clair. Alors, en quoi la discipline positive peut nous aider à tendre vers le bonheur ? Alors, de plein de façons, mais ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que d'apprendre à sortir de cette turbine pour pouvoir prendre une respiration, connecter à soi avant de pouvoir connecter à l'autre. Donc en discipline positive, on va travailler plein de choses, mais on va travailler de manière générale la notion d'appartenance et d'importance au sein du groupe auquel on appartient. Donc ça va être vraiment comme un socle finalement. Et puis on va équiper les enfants et les élèves, c'est-à-dire on va les aider à s'équiper de compétences sociales, émotionnelles et civiques qui vont leur permettre d'aller chercher leur propre appartenance, donc de faire leur choix. C'est génial. Donc ça veut dire que tout part de l'éducation ? Alors tout, je ne sais pas, mais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça commence dans les familles, ça commence dans les écoles. Donc il y a un formidable champ de possibles pour aller vers ce bonheur dont on parle. C'est clair. Ouais. Alors comment on peut mettre en pratique, donnons un exemple, imaginons un enseignant, il est dans une classe,
comment l'enseignant il peut mettre en pratique la discipline positive? Alors, il peut mettre en pratique la discipline positive par la posture qu'il va avoir, c'est-à-dire que de pouvoir développer une posture à la fois ferme et bienveillante, c'est-à-dire que ferme, ça va être le respect de soi, le respect des règles, le respect du cadre, le respect de la matière à transmettre, et puis il va y avoir, du savoir, et il va y avoir aussi dans sa posture de la bienveillance, et la bienveillance, ça va être le respect de l'autre, du monde de l'autre. Et c'est pas la bienveillance, écoute sans cadre, pas de limite, la négo constante. La bienveillance, c'est vraiment, si on le remplaçait par un autre mot, ce serait la connexion, en fait. Être connecté à l'autre. Donc, avec cette posture, l'enseignant peut inviter le jeune à avancer vers le meilleur de lui-même. Et c'est pour ça qu'aussi on a la notion d'encouragement qui est juste derrière. Et quand je pense au bonheur, je pense à l'encouragement. C'est quelque chose qui me... moi, ça a changé ma vie parce que dans une première vie, ce que je disais tout à l'heure, je suis psychologue clinicienne et donc j'ai vu énormément de jeunes de la maternelle à la terminale et on me les envoyait parce qu'ils avaient des comportements dans la classe, des symptômes de natures diverses. Et en fait, je me suis aperçue que 70% des jeunes que je recevais, ils n'avaient pas de pathologie particulière, mais dans leurs symptômes, dans leur comportement en classe ou à la maison, ce qu'ils disaient, c'est « j'y arrive pas, je suis pas capable, je sais pas, j'appartiens pas ». Du coup, je me suis dit, finalement, ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme moi. Il y a une petite partie qui en a besoin, mais ils ont besoin d'une équipe autour d'eux qui leur apprenne à développer leur sentiment d'être capable. C'est Albert Bandura, ce psychologue canadien, qui a fait pas mal d'études sur le sentiment d'efficacité personnelle. Okay. C'est-à-dire à aptitude égale, si j'ai un objectif et que je sais que je peux l'atteindre, avec de l'entraînement, avec du travail, à ce moment-là, j'ai comment dire, je trouve pas le mot. C'est-à-dire que j'ai une probabilité plus importante d'atteindre mon objectif si j'ai ce sentiment d'efficacité personnelle. Ah ouais, mais c'est pas étonnant. Hein. On le voit dans beaucoup de familles, hein, des enfants qui ont été élevés justement, où on les a portés un petit peu vers le haut, on les a encouragés, on leur a dit non mais c'est bien, même si tu te trompes, de toute façon c'est bien, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des choses positives. On voit bien que de toute façon, après, arriver dans la vie de tous les jours, ils se comportent, ils ont un regard sur la vie qui est complètement différent. Quoi. Ouais. C'est évident, ouais. Et c'est ce qu'on va aller chercher en discipline positive parce que ça fait déjà des années qu'on dit c'est important de faire des erreurs, ça fait partie du processus d'apprentissage, mais si je ne suis pas modèle de ce rapport à l'erreur dans mes actions, dans la façon dont j'évalue, par exemple, la façon dont je reçois l'incident ou la difficulté dans la classe ou à la maison, à ce moment-là, je crée une rupture de logique. C'est-à-dire que je ne fais pas ce que je dis que je fais. Évidemment. Or, comme l'apprentissage par l'observation, c'est grâce à nos neurones miroirs, c'est la première chose que l'enfant va attraper. C'est pour ça qu'on va énormément travailler sur la posture, en fait, en formation, en atelier avec les parents, en formation avec les enseignants, pour apporter de la cohérence, partager des outils, mais qui sont dans une démarche. Donc, on n'est jamais dans la boîte à outils. Je crois que c'est Nicole Prieur qui disait le prêt à éduquer. Si on n'a que les outils, on est dans le prêt à éduquer. Et là, ça veut dire qu'on prend le risque d'utiliser des outils qui ne sont pas en lien avec le besoin de l'enfant, du jeune qu'on a en face de soi. Ouais. Alors que si on est dans la démarche, c'est l'intention. Jen Nelson, qui est la fondatrice de cette discipline positive, elle dit souvent que finalement, l'intention avec laquelle on fait les choses est plus importante que ce qu'on fait. C'est tellement vrai. Ah ouais, c'est clair. Il faut encourager les enfants, les adultes aussi, quoi, à faire de son mieux. Peu importe, fais de ton mieux et de toute façon, tu n'auras rien à te reprocher ou à culpabiliser. De toute façon, tu auras fait de ton mieux. Donc à partir de là, tu avances de manière positive. Ouais. Et du coup, c'est une notion, l'encouragement, qu'on va travailler avec les adultes. C'est-à-dire, ça veut dire quoi encourager ? Concrètement, le langage de l'encouragement, c'est quoi ? Quand on a un élève qui tourne bien, c'est facile d'être dans l'encouragement, c'est-à-dire de pouvoir insuffler de la force et du courage. Quand on a des élèves qui ont des difficultés, qui peuvent avoir des troubles d'apprentissage, enfin qui arrivent avec peut-être une histoire ou qui est pas forcément
linéaire, c'est plus difficile de rester dans l'encouragement. Donc, ce sont des notions qu'on va aller vraiment travailler en profondeur, sous forme d'exercices, d'ateliers. Encore une fois, on va être dans le faire. On va quitter cette zone cognitive pour aller, en tout cas, la faire cliquer avec une compréhension qui vient de l'intérieur, qui nous touche. Donc voilà. On est dans l'expérience, quoi. On n'est plus dans le cérébral, mais on est vraiment dans la pratique. Et c'est ce qui nous manque terriblement en France, je trouve. On est trop dans le cérébral. On est très bon pour discuter, pour faire des réunions, pour refaire le monde, mais il y a très peu de gens, je trouve, qui passent à l'action. Et effectivement, je crois que c'est vraiment la solution, c'est de passer à l'action et de tester, d'être dans l'expérience, de mettre la main dans le cambouis, comme on dit, quoi. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Et nous, dans Discipline Positive, on est en permanence sur le terrain. On est dans les classes, on va être en formation avec les enseignants, en atelier avec les parents. On est dans le... c'est intéressant parce que en fait, il y a une théorie européenne qui, pour nous, tourne autour d'Alfred Adler et qui est très solide et qui n'est pas nouvelle. Et puis, on va avoir le pragmatisme américain du on fait comment, concrètement. Donc, c'est une belle rencontre entre les grandes idées et puis les mettre en action. Moi, j'entends Gandhi. Oui, complètement. C'est le changement que tu veux voir dans le monde. Mais complètement. C'est en fait, on va se servir, on va être modèle de ce que l'on a envie de transmettre. Alors, ça ne veut pas dire que on demande à tous les adultes d'être des modèles parfaits de toutes les compétences qu'on voudrait transmettre. Ce serait culpabilisant, ce serait décourageant. Et l'idée, c'est aussi que chacun puisse, parce que quand l'adulte fait faire un chemin à l'enfant, il fait un chemin aussi. C'est-à-dire qu'on est tous en train d'apprendre, on est tous dans ce processus. Et donc du coup, ça va être, on va être modèle de l'imperfection à la française. Pendant des siècles, on a caché nos imperfections, on a les erreurs, on les ratait. Alors que là, ça va être de dire comment est-ce qu'on peut en faire une information sur le chemin, quelque chose qui nous aide à progresser vers. Donc ça va toucher aussi le rapport à l'évaluation, le rapport à l'erreur. On est dans une espèce de formation continue. Oui, c'est génial. C'est génial. Oui. Et ce qui est top, ça donne des ailes. Bah oui, c'est clair. Puisque tu dis, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire à n'importe quel moment de notre vie. Ouais. Juste parce qu'on va l'acter et qu'on va décider de. Ouais. C'est ça. Mais oui, il y a plein de parents qui nous disent mon fils il est ado, maintenant c'est trop tard. C'est jamais trop tard, parce que si on regarde la vie comme le fait Jan Nelson en termes d'opportunités d'apprentissage, quand on a une erreur ou une difficulté, c'est-à-dire que c'est un champ infini. C'est un champ infini, parce qu'à chaque moment, je vais pouvoir faire des erreurs, et puis ensuite, si je fais une erreur, reconnaître cette erreur, reconnaître mes responsabilités, et entraîner le jeune dans un espace de résolution. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous aider à ce que ça ne recommence pas, à ce qu'on fasse différemment. Et du coup, on lui apprend le rapport à l'erreur de façon pratique, on lui apprend à chercher des solutions, à être responsable de son extrémité du lien. C'est-à-dire que c'est tellement riche d'apprentissage, ces erreurs, puis c'est libératoire. On n'a plus besoin d'être parfait. C'est un bonheur en soi, ça. Ouais. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on attend, quoi ? Oh là là, qu'est-ce qu'on attend pour être imparfait, pour embrasser pleinement notre humanité avec tout ce qu'elle comporte. Et ça, je crois vraiment que si je gardais un mot proche du bonheur, ce serait l'encouragement. De voir des jeunes attraper quelque chose et ça c'est clair dans leurs yeux, ils ont envie d'avancer, ils ont envie d'essayer, ils sont prêts à oser se tromper. Et on peut avoir une journée difficile devant soi quand on est, au collège. Nous, on travaille beaucoup avec les collèges, en particulier dans les zones REP et REP+, où c'est parfois compliqué. Et de pouvoir regarder sa journée, c'est pas facile. L'avenir, je sais pas à quoi il va ressembler. J'ai un DST, j'ai pas préparé, je sais pas quoi dire. J'ai la bande de potes qui m'ont pas invité au dîner. Et de pouvoir regarder cette journée en disant, je vais quand même oser, je vais quand même la vivre, je vais essayer. C'est-à-dire d'avoir ce moteur. Et je trouve que nous, les adultes, on a une responsabilité importante de proposer un environnement qui soit favorable aux apprentissages à la fois sociaux et scolaires, et puis d'insuffler tu vas y arriver. Ça se voit pas dans les résultats pour l'instant, mais continue tes efforts et tu vas y arriver.
plutôt que peut mieux faire, pas assez de travail. C'est-à-dire qu'on a une capacité à identifier ce qui ne fonctionne pas et à ne pas dire ce qui va bien parce que c'est attendu, que c'est normal, qui est dommage, parce qu'on a tout ça en nous. Donc je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Le fait d'en parler, le fait d'échanger sur le sujet, c'est indispensable. Et à partir de cette prise de conscience, il faut qu'on passe à l'action. Et il y a plein d'endroits où on passe à l'action. La preuve, l'école de la vie, et puis plein d'autres initiatives comme celle-ci. Voilà. Quel est ton regard justement sur l'éducation ? Moi, je trouve qu'on a du retard. Par rapport à quoi ? Par rapport à plein de pays. On a du retard. J'ai le sentiment qu'on a gardé un modèle éducatif qui est vieux de 2 ou 3 siècles et qu'on est en 2017 et qu'on ne l'a pas fait évoluer. Alors que les êtres humains sont complètement différents, la vie dans laquelle on est complètement différente, on n'utilise pas les mêmes parties de notre cerveau, ne serait-ce que biologiquement. Je ne comprends pas pourquoi on n'adapte pas notre système éducatif à l'époque, quoi. On est en 2017, ça y est, c'est has-been, il faut changer, quoi. Et on le voit bien, tout le monde en a besoin. Les enseignants en ont besoin, les enfants les premiers, les parents aussi. C'est quoi ton regard, toi, donc, sur l'éducation ? Alors, ce qui me vient, c'est que ce changement, il n'est pas forcément facile à opérer. Parce qu'on est ancré dans des habitudes, dans des façons de faire, que si on prend la posture de l'enseignant, pendant des siècles, on l'a mis dans la posture du sachant, et que de sortir de cette posture, ça va demander une remise en cause de plein de choses, à commencer par soi et son approche, et que la formation, ça va leur permettre de faire ce lien entre la posture dans laquelle peut-être on les a placés, où ils ont grandi, et quelque chose qui soit plus ouvert sur la co-construction, sur la coopération, sans être anxiogène. Donc, toute l'idée de la formation, c'est d'équiper finalement des adultes, des personnes qui ont envie de faire ce mouvement-là, mais qui ne savent pas forcément toujours comment, à attraper quelque chose de nouveau avant de lâcher ce qu'ils connaissent. Parce que si on lâche sans avoir attrapé quelque chose de nouveau, c'est très anxiogène. Il y a une formatrice avec laquelle je travaille qui prend l'image de Tarzan, et je trouve que c'est une belle métaphore, parce que Tarzan ne lâche jamais la liane à laquelle il est attaché avant d'en attraper une autre. Pourquoi ? Parce que c'est abyssal entre les deux. Ça veut dire perdre le contrôle de sa classe, du groupe. C'est-à-dire le risque de ne pas finir le programme, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de choses qui font qu'on se tient à ce qui a fonctionné pendant des siècles, et qu'avant de lâcher, il faut s'équiper d'autres choses de façon progressive, et puis surtout avec la liberté. On parlait de liberté tout à l'heure. Je crois qu'il y a une démarche de coopération qui peut être commune, et après, il n'y a pas une seule façon de s'équiper. C'est pour ça que les outils, c'est exponentiel. C'est-à-dire, c'est vraiment, il n'y a pas une seule façon d'être bienveillant, il n'y a pas une seule façon d'être dans l'encouragement, il y en a plein. Autant que de logique privée dont on parlait tout à l'heure. Et donc, du coup, de pouvoir exercer sa liberté dans un cadre et dans un mouvement, je reviens à l'idée de mouvement de coopération, de co-construction, ça prend du temps, mais c'est là, on y est. Et c'est vrai qu'on a des pays qui sont plus avancés pour certaines choses, comme la coopération ou l'enseignement différencié ou des choses comme ça. Pour nous, tant mieux. Ça veut dire qu'on a des gens qui ont fait avant nous. On va pouvoir regarder comment ils font. D'ailleurs, il y a le nombre d'enseignants et de directions d'écoles que je rencontre qui ont été faire des voyages d'études en Suède ou ailleurs. Cette phase-là, elle est importante parce qu'on s'aperçoit de ce qui fonctionne chez les autres. Donc ça, c'est rassurant. Et après, il faut se lancer. Donc, je crois que l'action dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment que l'action soit connectée à l'observation. Et puis après, c'est Rudolf Dreikurs, qui est un des disciples d'Alfred Adler, qui parlait du courage d'être imparfait. Ensuite, il faut se lancer, il faut avoir le courage de se planter, de ne pas forcément réussir du premier coup. Mais si on regarde ces plantages comme des opportunités d'avancer encore un peu plus vers ce qui nous anime, alors super, allons-y. Ouais, c'est vrai. Tu le disais, c'est vrai que j'ai le même sentiment que toi, qu'il y a des prises de conscience qui se font à l'échelle mondiale.
moi, j'ai la chance de me balader un petit peu partout dans le monde et donc je le vois, je rencontre des gens, je discute avec eux et je dis très souvent que ce qui se passe à la télé, ce qu'on voit dans les médias n'est pas du tout représentatif de la réalité, de ce qui se passe réellement dans notre monde. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup plus d'initiatives positives et de projets positifs et d'actions positives et de gens positifs qu'on ne nous montre à la télé. Oui. Toi aussi, tu partages? Oui, et c'est pour ça que des petits films là, comme celui d'Amélie Laurent, là, le Demain, c'est merveilleux. On a envie de voir ça. On a envie et ça, c'est de l'encouragement. C'est de l'encouragement pur. C'est d'aller voir ce qui fonctionne bien ailleurs, de s'en saisir et de l'adapter plutôt que de partir sur non, mais chez nous ça marchera jamais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça c'est très français à dire non, oui. Non, c'est non tout de suite. Oui, c'est non tout de suite, mais moi je suis pleine de compassion en même temps parce qu'on a une histoire qui est ce qu'elle est et puis qui est pleine de bonnes choses et que avec de l'encouragement, en étant accompagné, avec de la formation, on va y arriver. C'est une question de temps. Oui, je pense aussi. Ouais. Ouais. La discipline positive, on pourrait l'appliquer dans le monde de l'entreprise aussi, non? Bien sûr. Ouais. On intervient d'ailleurs en entreprise. Okay. Tout ce qui est leadership coopératif, tout ce qui est travail en équipe, être en lien. Et en fait, on l'a découvert grâce finalement au travail qu'on a fait sur le terrain avec les équipes enseignantes, les équipes éducatives, parce qu'on s'est aperçu que de demander à un enseignant d'encourager ses élèves, d'être dans une posture ferme et bienveillante, sans que lui-même se sente encouragé dans l'équipe dans laquelle il est, par la direction qui est la sienne, ça ne fonctionnait pas, en fait. Et du coup, on centre beaucoup le travail qu'on fait en équipe aussi sur le lien en équipe, sur c'est quoi l'encouragement au sein d'une équipe. Donc ça se vit en entreprise, ça se vit dans une équipe éducative en collectivité. C'est beaucoup d'entreprises qui s'y intéressent? C'est des grosses, petites, moyennes? Alors, dans mon expérience, moi, ça fait 6-7 ans que je fais partie de ceux et celles qui développent la discipline positive en France et dans les pays francophones. On a démarré par la parentalité en entreprise, parce que ça, il y a des grands groupes, même des petits d'ailleurs, mais qui sont prêts à faire de la place à la connexion à soi, au développement personnel, au bien-être. Et donc, du coup, on est rentré être parent actif, parent acteur de l'éducation de ses enfants, c'est quoi? Puis finalement, on se rend compte que c'est pas très différent que d'être parent tout court. Voilà. Et puis ensuite, naturellement, il y a un prolongement sans infantiliser, parce qu'en fait, on va être dans le lien. On ne sera pas forcément dans le lien parent-enfant ou adulte-jeune. Toutes les techniques de recherche de solutions, par exemple, parce qu'en discipline positive, c'est vraiment central. C'est-à-dire qu'on va développer ce muscle de qu'est-ce qui va nous aider à? Comment est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer de sortir de la boîte. On va aller stimuler la créativité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? En fait, on met sa propre logique interne au service de l'intelligence collective. Donc ça, il y a des choses formidables à faire en entreprise, en équipe. Et puis, on peut très bien faire des recherches de solutions dans les classes, dans les familles. Encore une fois, c'est un muscle. Donc ce muscle, il a besoin de s'exercer parce que la créativité, elle est là. On porte ça en nous. Simplement, les freins dont on parlait tout à l'heure, parfois viennent entraver cette créativité. Et si on commence à voir la contrainte comme une opportunité de créativité, à ce moment-là, on libère finalement notre logique interne. Et puis on se rend disponible à celle des autres. Parce que, encore une fois, Jane Nelson en discipline positive, elle va, et Adler avant elle, et bien d'autres, si je reste uniquement dans ma logique interne, je me coupe de mon environnement, je prends le risque de me couper de l'autre et d'être centrée sur moi. Alors que si cette logique interne, elle est en mouvement vers le collectif, à ce moment-là, on va vraiment être dans le construire ensemble. Tu rejoins différents courants de pensée, et il y en a un qui me fait penser à une pensée justement, qui dit que de mettre à contribution son excellence pour le bien commun. Oui, exactement. Ça rejoint quelque part ce que tu dis. Exactement, et c'est la notion de Gemeinschaftsgefühl d'Alfred Adler. D'accord, ok. C'est-à-dire, c'est des logiques internes au service du bien commun, de l'intérêt social. D'accord. De l'utilité sociale. Ok. Est-ce que qui rend heureux.
Il y aurait des livres qu'on pourrait recommander aux gens pour qui ça les interpelle, ils se disent tiens, ça m'intéresse la discipline positive, est-ce que je peux aller acheter un livre quelque part? Alors il y a des livres et puis surtout il y a une association qui est aujourd'hui, je crois qu'il y a plus d'une, on doit être 130, hein, Okay. donc il y a plus d'une centaine de formateurs au sein de l'association. C'est un groupement de formateurs indépendants au service du développement de la discipline positive, hein. Donc ils proposent des ateliers, des formations. Encore Oui, il y a mieux. des livres, mais allons le vivre, hein. Encore mieux, oui. Voilà. Et Ok. sinon, il y a 3 ouvrages de discipline positive qui ont été adaptés et traduits en français au jour d'aujourd'hui, qui sont disponibles à la Fnac, sur Amazon. D'accord, Voilà. ok. Donc, mais encore une fois, vraiment, de le vivre, c'est une dimension supplémentaire. C'est partout en France? Il y a des ateliers partout en Ouais. France? Ah, génial. Ok. Ouais. Donc on tape discipline positive et on tombe tout de suite sur le site et on a accès aux infos. Exactement. Ah, génial. Ok. Exactement. Toi, tu donnes des conférences? Oui, oui, oui. Ouais. Je donne des conférences. Alors moi, je suis sur le terrain. Ok. Donc le lundi matin, je suis à Saint-Denis tous les lundis matins en école, dans les classes, à travailler avec les jeunes. Je vais faire des conférences pour les parents, je fais des ateliers en soirée pour les parents, mais je dirais qu'aujourd'hui, 80% de mon activité est dans les écoles. D'accord. Donc à former des équipes enseignantes. À la louche, à ton avis, tu sèmes combien de graines? Ça touche combien de personnes à chaque fois? Mais plein. Non? On va plus pouvoir les compter parce que à chaque fois qu'on touche une vingtaine d'enseignants, on va toucher fois 30 élèves. Si on touche les élèves, on touche les familles. C'est-à-dire que, et ça aussi, c'est une spécificité du travail qu'on fait, c'est que c'est très cohérent aussi bien à la maison qu'en famille. C'est la même démarche. Ce qui change, ce sont les outils, les façons de faire, le contexte. C'est pas la même chose quand on a une fratrie de 3 et une classe de 30. Mais il y a énormément de cohérence entre ce qu'on propose aux parents et aux enseignants. Donc, elle est là, la vraie coéducation. Ouais. C'est aligner nos objectifs, parce qu'on a tous les mêmes envies de transmission. On a tous envie que nos enfants soient heureux, épanouis, autonomes, responsables, constructifs, résilients. C'est-à-dire qu'on retrouve la même chose. Et ça fait 30 ans qu'on pose la question aux parents et aux enseignants. Et donc de pouvoir aligner finalement nos objectifs, nos attentes, construire un cadre commun où chacun a sa... là aussi, il y a une question de distance dans la relation parce que aujourd'hui, on va avoir des parents qui soit sont surinvestis et ils ont envie de participer à ce qui se passe à l'école. Il y en a d'autres qui sont au contraire très absents. De trouver la juste distance et la même chose pour l'enseignant qui était jusqu'alors le sachant, donc il avait de conseils à recevoir de personnes. Aujourd'hui, dans son changement de posture, forcément, il y a un ajustement finalement de... l'équilibre. Oui, exactement. Ouais. Dans la relation, et c'est drôle parce qu'on le trouve dans la relation parent-enfant, élève-enseignant, et on va le trouver parent-enseignant de la même façon. Donc il y a dans cette coéducation, c'est un grand mot, on l'entend beaucoup, mais il est à vivre dans cette construction de cadre et de lignes communes. Ouais. Tu fais le distinguo entre psychologie positive et discipline positive? Psychologie positive, on est dans cette approche-là, c'est-à-dire que tout le courant d'études aujourd'hui, tout ce qui qui est proposé en discipline positive depuis une quarantaine d'années, ce que disait Adler en 1930, aujourd'hui les neurosciences viennent, c'est une base scientifique sur laquelle on peut aujourd'hui s'appuyer. Donc c'est fantastique parce que ça ouvre plein de portes et pour nous les cartésiens, forcément c'est rassurant. Bah oui. Bien sûr, puis on en a besoin. Donc je dirais qu'on est complètement dans les mêmes sillons. Et c'est là aussi où cette idée de mouvement elle est présente parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a plein d'approches. La communication non violente, il va y avoir la discipline positive, il va y avoir Gordon et les parents efficaces, il va y avoir des tas de mouvements. Là, je pensais parentalité, mais c'est vrai aussi à l'école. Multiples. Exactement, qui avancent dans le même sens. Donc, de rester en dehors des querelles de clocher, pour moi, c'est vraiment c'est important. C'est pas facile parce que ça nous demande de déplacer le curseur de la compétition à la coopération. Alors, c'est déplacer le curseur vers l'encouragement, plutôt que de se centrer sur le résultat, on va se centrer sur la progression. On va plutôt que de... Oui, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans un mouvement commun. Il
Là encore, je crois que ça s'apprend. Je crois que c'est pas un chemin sans heurts parce que on arrive avec plein d'envie, avec nos attentes, avec notre logique privée, et qu'à la rencontre de l'autre, forcément, chacun a besoin de trouver sa place. Et c'est pour ça qu'avoir cette démarche qui rejoint les besoins essentiels de l'être humain d'appartenance, de pouvoir développer chez chacun le sentiment d'appartenance et le sentiment d'importance, c'est-à-dire quelles sont les contributions que je fais qui me donnent l'envie d'appartenir. Et c'est un cercle vertueux parce que plus je contribue, plus j'appartiens, donc plus je suis dans cette co-construction, plus je satisfais un besoin essentiel et plus je peux trouver ma place et il y a de la place pour tout le monde. Mais ça nous oblige à sortir de de quitter nos vieux démons. Nos peurs, notre conditionnement aussi, parce qu'on est tellement conditionné que il ne faut pas en vouloir. C'est compliqué de sortir de ce conditionnement et de penser différemment et de se dire il y a une autre forme de réalité, on peut poser des regards très différents. C'est encore plus dans les grandes villes, je trouve. Quand tu es en pleine nature, c'est un peu moins complexe. C'est plus facile de se connecter. Et ça touche un facteur important qui est le facteur du temps. L'important, c'est pas forcément d'arriver, ça va être d'être en chemin et que ça prend du temps et on n'est pas tous au même endroit sur le continuum du changement et on n'est pas tous au même endroit sur le continuum de la coopération, en fait. Clair. Chacun son chemin. Chacun son chemin et de pouvoir regarder l'autre en disant il est là. Ça va demander une connaissance de soi, une connaissance de l'autre, un GPS éducatif, un certain nombre de choses qui vont venir cliquer et faire en sorte que moi, ce que la discipline positive m'a amené finalement, quand je regarde en arrière, c'est de la cohérence interne. Je me sens, je peux être dans des contextes difficiles et avoir le sentiment d'être à ma place. Être aligné, comme on dit. Ouais. C'est génial. Oui, c'est génial. C'est vraiment ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me rend heureux et je pense que ça donne envie de le partager et de le voir se développer comme ça se développe aujourd'hui. T'aimes bien les citations ? J'aime bien les citations, je les retiens pas toujours. Je les retiens pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une, justement, que tu aimes par-dessus tout et qui te suit peut-être un petit peu partout, qui t'inspire. Moi, je te disais, en fait, je te parlais de Gandhi parce qu'il y avait une résonance, mais c'est un gars qui m'inspire beaucoup et je trouve que soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est très puissant, quoi. Ça résume tout, quelque part. Alors, celle-là, je l'ai en bumper sticker chez moi. Mais là, comme ça, j'en ai pas forcément une qui me vient. J'aime bien Lao Tse quand il dit il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. C'est la capacité à attraper toutes les petites pépites sur le chemin. Mais sinon, je crois que ça se vit, le bonheur. Ça se construit. Merci, Béatrice. Merci à toi. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»